On va ce soir parcourir tes livres pour les enfants et, j'insiste, les grands enfants, parce que moi j'en suis un. Tout à fait. Entre mystère, chasse au trésor, cambriolage, vengeance, mais quel programme! Ça promet beaucoup de bons moments. Mais avant tout ça, pour se mettre dans l'ambiance, je te propose qu'on fasse connaissance avec toi, parce qu'on l'a pas fait samedi, eh bien, grâce au portrait chinois littéraire que le monde entier nous envie. Et puis vous qui nous écoutez dans le chat, vous pouvez jouer avec nous, vous pouvez écrire vos réponses là dans le chat. Faites-vous plaisir, mais faut aller vite parce que on enchaîne. Christine, si tu étais un livre de chevet, lequel serais-tu et pourquoi, en quelques mots? Alors, en fait, si je te parle des livres de chevet que j'avais lorsque j'étais petite, il s'agissait, ma mère était libraire, donc j'étais bien lotie. Il s'agissait tout simplement d'un dictionnaire. Chaque année à Noël, j'avais le nouveau dictionnaire et le Quid. Voilà, donc j'avais pas le choix, hein. C'était dans l'arbre de Noël, mais j'étais heureuse. J'aime aussi beaucoup, je dirais, Paroles de Jacques Prévert. Ouais. Par contre, à l'heure d'aujourd'hui, j'ai carrément une pile de livres sur ma table de chevet. Hein. Le dernier livre que je lis, donc, c'est de Mathieu Bertrand, ça y est, Les Émeraudes de Satan, pardon. Et bientôt, je vais entamer la lecture des livres de Christophe Dubourg, Les Loups, donc le premier et le deuxième, et Magali Collet. Et tout dernièrement, hier soir, je suis allée à la sortie du dernier livre de Rosalie Lowy. Voilà, donc sur ma table de chevet, j'ai quand même une belle pile de livres à lire prochainement. Et comment? Salut les chroniques du polar, bienvenue à toutes les personnes qui nous rejoignent, vous êtes nombreux avec nous, ça me fait plaisir. Et alors vous pouvez vous entraîner, ça c'est un jeu, on l'a dit pendant le live de Templemar, avec le livre de Rosalie, c'est comment prononcer Reggio. C'est la malédiction de Reggio. La malédiction de Reggio. Mais alors, vous pouvez dire Reggio. C'est une ville de Calabre, hein, Reggio. Et vous pouvez essayer de le prononcer, c'est très drôle. On a joué à ça avec Rosalie samedi, si vous étiez là en live. Vous pouvez vous entraîner chez vous, c'est très drôle. Et puis, normalement, il faut aussi rouler le R. Hein. Là, tu l'as pas roulé. Hein. Non, c'est ce qu'elle m'a dit. Mais c'est pas évident comme exercice. C'est une ville de Calabre, en fait. Si tu étais un format parmi tous ceux qui existent, poche, grand format, e-book, audio, bande dessinée, autre chose... Le livre de poche, en fait, parce que je l'emmène mes livres partout. Je les maltraite un petit peu, hein, parce que je prends souvent le train. Voilà, j'aime bien normalement prendre soin des livres, mais la vie fait que je les emmène partout. Voilà. En fait, ils vivent avec moi. On leur donne une vie. Si tu étais une maison d'édition, laquelle serais-tu? Une maison d'édition, en fait, sans donner de nom. Hein. Une maison d'édition qui mettrait les auteurs en avant, bien sûr, et dont l'essence même serait de faire passer au deuxième plan, bien sûr, tout ce qui est histoire de stratégie de marketing, en fait. Vraiment découvrir des talents et leur donner toute leur chance. Voilà. Et c'est un très beau trait de caractère. Tu cherches... C'est compliqué de trouver ça à l'heure actuelle chez les éditeurs. Il faut beaucoup hésiter, il faut... Parce bien que sûr. Les gens qui nous écoutent aiment bien aussi savoir ça quand on a son petit manuscrit ou son très gros manuscrit, quand on écrit beaucoup. Oui, c'est parfois dur de cerner ce qui va se passer après. Hein. On est content de s'imaginer qu'il va sortir, mais... C'est sûr, c'est très difficile déjà d'être édité. Hein, quand on ne connaît personne, voilà, on arrive comme ça. La première fois qu'on est édité, c'est comme une victoire. Une victoire, c'est vrai, c'est une petite victoire. On est tout content, voilà, et on ne sait pas si ça va pouvoir se reproduire. Et voilà, il y a encore des petites maisons d'édition qui vivent comme ça, heureusement d'ailleurs, et même des grandes peut-être, hein, mais je ne sais pas exactement. Si tu étais un rayon dans une librairie, toi, tu en aimes plusieurs, je crois. Je sais pas comment tu vas choisir. Ouais, c'est très dur. Tu peux en dire 2 ou 3. Déjà, la jeunesse, rayon jeunesse, polar jeunesse, en l'occurrence, mais aussi tout ce qui est découverte,
découvertes scientifiques, j'adore. Aussi tout ce qui est National Geographic, j'adore. J'ai beaucoup de mal à me décider. Mais bon, la jeunesse, c'est quand même mon domaine de prédilection. Alors, comme dit Kiko, ça n'a rien à voir avec l'interview, mais si un jour tu revends le miroir qui est derrière toi, on a des acheteurs. Et les gars, on n'est pas à faire conclure, on arrête d'acheter le mobilier des gens, s'il vous plaît. J'ai essayé, tu vois, de me mettre en biais pour pas qu'il y ait trop de reflets, mais bon. Ah, mais il est très très chouette ce mur, je suis assez d'accord. Si tu étais un marque-page, avec quoi marquerais-tu la page? Eh bien, une carte postale sur laquelle il y aurait des mots d'amour. C'est ou des mots important l'amour d'amitié. dans les livres. Ah oui, T'aimes bien? bien sûr. Ah ben bien sûr. Bien C'est sûr. un ingrédient qu'on retrouve dans tes livres aussi. Toujours. On va en reparler des livres juste après, je vous rassure. Si tu étais un personnage, ça peut être de livres, de séries, de films fictifs, réels. Fais-toi plaisir. Tiens. Ma sorcière bien-aimée, tiens. Ou alors Wonder Woman. Ben voilà. Rien qu'en bougeant le bout de ton nez, tu vois, tu résous tous les problèmes. Tu restes toujours belle, pas de problème. Comme Wonder Woman qui sauve le monde en tournant sur elle-même. Pourquoi pas? J'ai essayé, ça n'a pas fonctionné. Oh oui, Peggy 38. Ça reste du rêve. Hein. C'est très vite. Cet émote, il est juste parfait. On a quand même souvent des références comme ça par ici, j'ai l'impression. Hein, quand même, Si tu étais un temps de conjugaison. Oh, sans hésiter, le présent. Surtout maintenant, à l'heure actuelle, oui, le présent. Tu écris au présent dans les livres? Toujours. Surtout pour les polars jeunesse, en fait. Pour les enfants, c'est déjà mieux d'écrire au présent. Et en fait, les enquêtes se déroulent au présent. Hein, il faut que les personnages campent vraiment l'action au présent. Si tu étais la musique ou la bande-son de ton parcours, par exemple avec les livres jeunesse dont on va parler, tu prendrais quel groupe, quelle chanson, quel instrument de musique, quel genre? T'es très libre. En fait, très différent de ce que j'aime par rapport à la génération, j'imagine. Et n'oublions pas que mes petits personnages sont des danseurs de hip-hop. Et les enfants, en fait, que je rencontre dans les salons du livre sont vraiment des admirateurs de Big Flo et Oli qui font passer très facilement des messages aux enfants. Et ils y sont très sensibles. Donc je dirais Big Flo et Oli. Si tu étais un signe de ponctuation. Point d'interrogation. Il te pose beaucoup de questions. Beaucoup de questions, de doutes, de recherches, de découvertes, sans arrêt. Ça n'a pas de fin. On a Scooby-Dam qui dit « C'est moi le personnage principal ». Oui, c'est mon fils. C'est mon fils aîné. Scooby-Dam, c'est Damien. En fait, j'ai donné à mes personnages le nom de mes enfants. Moi, je suis bien contente qu'ils regardent. Bah moi aussi, bienvenue. Je crois qu'il allait me snober un peu. Attends, mais ça c'est super intéressant. Est-ce que tu fais des copier-coller de tes enfants ou est-ce que tu prends certains traits de caractère ou physique d'ailleurs? Est-ce que tu fais un petit micmac comme ça? On va en reparler de micmac. Ou est-ce que tu copies-colles, tu fais un clone de papier? Non, pas du tout. Bon, déjà, les personnages ne sont pas frères et sœurs. Et en effet, ils ont quelques traits de personnages, mais c'est surtout quand je les mets dans l'aventure, souvent je fais référence à des choses qui leur sont arrivées. Oui, bon, j'accentue un peu les, les aventures, les choses extraordinaires, mais oui, bien sûr. La fête foraine, tout ça, ce sont des choses qu'on a vécues. Je fais une interview croisée. Scooby-Dam, dans le chat, dis-nous ce que ça fait de retrouver une partie de sa vie dans des bouquins. Oh non, moi, ça m'intéresse beaucoup. Un petit dernier pour la route. Oh, mais évidemment, un petit dernier pour la route. Si tu étais un verbe parmi tout ce qu'il y a dans notre beau Becherel. Bon, j'ai failli dire vivre, mais allons-y, je vais en remettre une couche, je vais dire aimer, vraiment. C'est vraiment quelque chose qu'on retrouve dans les livres, et les livres, on va en parler tout de suite. On va évidemment profiter de ta venue pour parcourir notamment la collection Polar en Or Junior,
Il y a 6 titres à toi dans cette collection. Oui. Elle représente quoi pour toi, cette belle collection? En fait, c'est la première fois pour moi que j'écrivais des enquêtes policières, hein. Je suis issue du monde de la poésie et j'ai déjà publié 2 recueils de poésie auparavant et 3 albums jeunesse, en fait, mais de l'ordre du merveilleux. Tu vois, j'ai évolué dans les fées, les licornes. Et j'ai rencontré Nathalie de Meulemester, en fait, qui était aux éditions Ravensaux, et qui, à chaque fois qu'elle me voyait, me disait vous devriez écrire pour nous. Mais bon, je me sentais pas du tout dans l'âme d'écrire des enquêtes policières, en fait. Je trouvais que c'était vraiment très différent de ce que j'écrivais. Et tout le monde me disait, bah, dis donc, pour qui tu te prends? Tu refuses à Nathalie de Meulemester, ça fait 3 fois qu'elle te demande. Ben ouais, mais moi, j'arrive pas à me forcer en fait. Et puis donc, je me suis penchée sur la question. Je me suis dit, bah, bon, bah, je vais essayer. En fait, j'ai essayé, puis je me suis rendu compte que bah, tout simplement, c'est écrire une histoire aussi pour les enfants. En fait, on adopte aussi la façon d'écrire un polar, hein, voilà. Mais c'est écrire une histoire pour les enfants. Et j'ai eu beaucoup, beaucoup de plaisir. D'ailleurs, je peux plus m'arrêter. Voilà. Donc Elle a eu le nez fin, tu parlais de la sorcière bien-aimée. Elle a eu oui. le nez fin en te ça poussant un petit peu. Tu lui dirais quoi ce soir si elle écoute? Ou en replay si elle Oh, écoute? ben, merci beaucoup. Ben, elle le sait très bien. Merci, parce que elle s'en est rendue compte en fait que ben, je pouvais faire ça avec plaisir en fait. C'est surtout ça qui est important. Et donc je le disais, on a pas mal de livres à vous présenter ce soir. Parce que mais Christine, elle écrit beaucoup, hein. C'est ça qui est chouette. On a beaucoup d'aventures à se mettre sous la dent, je le disais tout à l'heure. On va commencer avec le dernier qui est sorti, si tu veux bien. D'accord, Les oui. Dents du Marais, mystérieuse créature dans l'Odomarois. C'est une question un peu traditionnelle. Je demande toujours aux invités de nous raconter de quoi parle leur livre, avec leurs mots à eux, bien évidemment. De quoi parle ces Dents du Marais? Eh bien, il est question en fait de biosphère, hein. On est dans le Marais audomarois. Et il va être question, parce que j'essaye de pas trop divulguer, parce que ce sont des histoires quand même assez courtes, donc il faut faire attention de pas divulguer l'intrigue. Dans le Marais audomarois, en fait, qui est une réserve protégée pour les animaux, les oiseaux, les plantes. C'est fantastique, hein. Il va falloir aller faire un tour là-bas. C'est dans le Pas-de-Calais, si je dis pas de bêtises. Oui, c'est dans ça, le Pas-de-Calais. Oui, parce qu'on me posait la question, donc comme ça, voilà, vous pouvez situer l'Odomarois. Moi, je l'ai découvert grâce à toi. Ah, eh ben écoute, il va vraiment falloir que tu ailles faire des balades en barque là-bas. Tu découvres vraiment un univers en pleine nature. C'est vraiment extraordinaire. Donc j'ai imaginé une bête immonde s'installant dans le Marais audomarois, semant la panique, attaquant les animaux qui y vivent et les habitants. Voilà. Et mes petits personnages vont partir dans une enquête trépidante pour essayer de comprendre ce qui se passe et puis d'arrêter cette bête-là. Et bien sûr, il y a toujours la police quand même, comme garde-fou, mais bien sûr, les policiers sont un petit peu moins doués que mes personnages, c'est normal. Et ce sont les jeunes qui mènent l'enquête? Ce sont les jeunes, oui. Ça fait partie un petit peu des obligations qu'on a pour cette collection. Donc l'enquête doit être menée par les enfants, pour les enfants. Voilà. Ce sont les héros, les véritables héros. Mais ça n'empêche qu'on peut mettre des garde-fous, comme des journalistes, des policiers. Voilà. Comment ça t'est venu l'idée de ce marais? Est-ce que tu as été te promener en barque? Ah bah, bien sûr, je le connais. Moi, j'ai vécu dans le Marais, au bord du Marais. Ma maison était au bord du Marais pendant 20 ans. Donc j'ai apprécié vraiment tous les moments. Et tu as puisé dans ce que tu as connu? Il y a une part de réalité, il y a une part d'invention. C'est quoi le mix des deux? Plus de réalité que d'invention,
puisque tu vois, malheureusement, avec le dérèglement climatique et aussi les gens qui ne respectent pas, tu sais, les collectionneurs de nouveaux animaux de compagnie, quoi, les NAC, ce qu'on appelle, on a des gens qui se débarrassent en fait de ces animaux qui n'ont rien à faire, par exemple dans le marais audomarois, hein, les petites tortues par exemple de Californie, et elles prolifèrent au détriment de nos tortues, quoi. Bon, voilà. Donc tout ça, malheureusement, j'ai mené mon enquête auprès de scientifiques qui sont placés à la Maison du Marais. Et malheureusement, ça peut arriver, hein, que des animaux, l'histoire dont je parle peut arriver. Une bête immonde qui vit normalement ailleurs, sous les tropiques ou quoi, peut envahir le marais. Au passage, petit message infoservice à tous les moustiques du sud de la France, restez là-bas. Mais vraiment, Oui. restez là-bas. Ah, c'est mieux. Hein. Bah là, Pierre, si tu m'entends, garde-les chez toi, les aoutas et tous ces trucs-là, sérieusement. La colline a des yeux, le marais a des dents, c'est un personnage voilà. captivant, la nature, j'ai l'impression. Exactement, bah, bien sûr. Mais il t'inspire quoi, forêt. Ce personnage? Mais c'est un personnage, vraiment. Quand on écrit une enquête, ça fait partie des personnages. On se sert du décor, de la nature. Il y a des dangers hein, dans la nature. Des dangers. Voilà, il y a des plaisirs, il y a de tout. Donc, on les utilise comme des instruments. Et on mène l'enquête comme ça. Et on mène l'enquête comme ça. Tu t'es déjà retrouvé dans des conditions spéciales? Tu disais tu as habité tout près de ce marais. Oui. Là, tu vas aussi dans tes souvenirs. Je sais pas s'il y a un gros orage ou des choses comme ça. Ce sont des choses que tu utilises oui. Au moment d'écrire? Oui, bien sûr, bien sûr. Ça se fait naturellement, en fait. Toutes les références que tu peux avoir, bon, tu les puises d'une part dans les livres, surtout quand tu as des références historiques, ou scientifiques. Mais en fait, tous les événements, les situations, tu les tires de ta vie personnelle. Hein, les balades sur l'eau ou qui virent mal, en fait, ou que tu tombes à l'eau, ta barque se renverse. Voilà, ça arrive à tout. Dans l'eau? Un canoë, ben oui. Je t'imagine bien. Et Oli nous dit pour les curieux, la maison du Marais est basée dans la ville de Saint-Omer. Ben voilà, si vous passez dans voilà, c'est ça. Si vous passez dans le coin. Eh bien, le livre, si tu veux, démarre, l'action démarre à l'embarcadère de la maison du Marais. Donc, j'habitais à 5 minutes à pied. Voilà. Comment est-ce que tu fais pour placer le curseur polar, puisqu'on est sur une collection polar en or, dans tes romans? J'imagine, je fais qu'imaginer, on ne doit pas terroriser les jeunes lecteurs. C'est pas le but. Comment on place le curseur pour ne pas les terroriser, mais qui ne trouvent pas ça gnangnan non plus, parce qu'il ne faut pas non plus qu'ils s'ennuient, évidemment. Et je me dis, ça doit être très attention. Faut faire attention, tout simplement, moi je me positionne en tant que maman, tout simplement. Et lorsque j'accompagnais mes enfants au niveau de la lecture, je dosais un petit peu comme ça, donc ça se fait naturellement. Il faut que ce soit amusant. Et puis de toute façon, moi j'ai 10 ans. Quand j'écris ça, j'ai 10 ans. Je me conditionne. Et ça te fait rire, mais oui, j'ai 10 ans. Non, j'imagine bien, oui. Je me conditionne et je me rappelle des fantasmes, en fait, que l'on cultive quand on est enfant. Qu'on a 10 ans, voilà, à posséder un téléphone portable, des choses un petit peu vraiment de l'ordre du désir quand même. Ça va pas? Si. Ah bon? Je perds mon oreillette, mais ça c'est un détail. Mais j'étais en train de me demander si c'est un super pouvoir à tout moment de récupérer son âme d'enfant et de... Moi je l'ai jamais perdu en vérité. Et c'est ça qui me faisait rire, mais je me dis, est-ce que dans le monde des adultes, qui est parfois un peu bizarre, on va pas se mentir, est-ce que ça fait du bien quand même, à mon avis, de se remettre dans la peau d'un enfant de 10 ans? Ça fait du bien, vraiment, mais tu te prends des baffes, hein, parce que je sais pas si toi ça te fait ça, mais bon, oui, j'ai un pan de ma personnalité qui aime en fait
cet univers. Donc, forcément, voilà, c'est un univers qui est un peu protégé. On se ment un petit peu à nous-mêmes aussi, voilà. Dans la bulle des enfants. 8-12 voilà. ans, on le disait parce qu'on me repose la question dans l'oreillette. 8-12 ans, c'est un public exigeant ou ça va? Très. J'imagine. Hein. C'est-à-dire que il faut être capable d'avoir un critique littéraire de 8 ans qui vient te dire que ça lui a pas plu et pourquoi en fait, et à toi de lui expliquer pourquoi tu as écrit ça. Parfois il se trompe. Hein, il y en a une fois, un enfant est venu me voir et puis il me dit oui, moi voilà, vous dites que c'est pas vraiment, bon, c'est une fiction, mais quand même il y a des choses qui tournent par rond. Je lui dis ben dis-moi quoi, je vais t'expliquer. Et il me dit dans Micmac Cabot, il y a une histoire d'amour en fait derrière. Je lui dis oui en effet, le grand-père tombe amoureux de la voisine, mais c'est vraiment tu vois l'histoire de fond. Hein, qui à la fin se termine, bon, je te dirai pas comment. Et en fait, il me dit, en classe, hein, comme ça, devant tout le monde, il me dit, c'est pas possible. Je dis, pourquoi tu me dis ça? Parce que un grand-père, ça tombe pas amoureux. C'est pas possible. Bon, l'institutrice, ça a beaucoup rigolé, mais je lui ai expliqué que c'était dans sa tête que oui, un grand-père, ça peut tomber amoureux. Voilà. C'était mignon. Et quand tu leur demandes qu'est-ce qui vous plaît le plus, toi tu espères qu'ils te disent l'intrigue, les rebondissements, mais non, souvent c'est le cri de ralliement. Il y a un cri de guerre, tu sais, voilà, le cri de guerre, ah bon, ok, voilà. Bon, ils sont surprenants. Ils sont surprenants. Oui, très, très surprenants, et puis voilà, il faut encaisser les critiques, parce que, mais c'est tant mieux, c'est bien. Ça fait avancer parfois, surtout quand ils disent que c'est génial, que ça leur a plu, qu'ils en veulent d'autres. Voilà. Et ça, on en veut d'autres aussi, nous. Et je te propose, par exemple, La vengeance de la reine Anne. Et je le disais tout à l'heure, Chasse au trésor à Valenciennes. Et ça, c'est plein de promesses aussi. Est-ce que tu peux nous dire un mot sur l'histoire de ce livre-là? C'est-à-dire que Valenciennes est bâtie sur des mines de craie, en fait, qui est exploitée au Moyen-Âge. Ce qui fait que les souterrains, la ville en souterrain est complètement... c'est un véritable gruyère. Il y a même des rivières souterraines. Donc, je me suis servi de ça pour imaginer un trésor caché. Hein. Bon, je ne vous dis pas s'il était là ou pas. Hein. Voilà. Donc, les enfants vont rendre service à un grand-père et vont ranger une cave et ils vont y découvrir un squelette, en fait, dans une arrière-cave. Un mur va s'écrouler, voilà. Et ce squelette, sur ce squelette, ils vont découvrir une sorte de message, charade, très compliqué, voilà, qui va les mener dans plusieurs directions, en fait, au niveau de l'enquête. Alors là, je l'ai écrit pendant le confinement, donc je me suis complètement éclatée. C'est-à-dire que j'ai beaucoup déliré. D'ailleurs, ça a beaucoup plu à Bob Garcia, qui en a fait son coup de cœur sur France Bleu Nord. Ça m'a fait rire, oui, parce qu'il y a un petit clin d'œil à James Bond, voilà, qui mène, il s'appelle Brad Pitt. Il mène l'enquête parallèlement. Hein, il travaille pour les services de Sa Majesté. Voilà, je me suis bien amusée. Donc, ils vont partir. C'est une chasse au trésor. Et ce qu'il faut savoir, c'est que La vengeance de la reine Anne, en anglais, c'est la traduction Queen Anne's Revenge. Il s'agit du nom du navire de l'horrible Barbe Noire. Donc voilà, il y a toujours un fait divers ancien dans mes livres. Et ça renvoie, lors de l'enquête, à Edward Teach, le plus horrible des pirates, Barbe Noire. Voilà. Ça sont les ingrédients qui plaisent aux plus jeunes. Les chroniques du polar nous demandent, est-ce que tu te vois un jour écrire un polar grand public? J'imagine pour adultes, plus... Voilà. Est-ce que tu t'imagines faire ça un jour? Je vais essayer d'afficher ton message, tiens. Qu'est-ce que tu en penses? En fait, on me le demande souvent. Je pense que
Moi, ce sont deux disciplines vraiment différentes. Pour moi, c'est difficile d'imaginer. J'ai déjà écrit un livre pour adultes, mais je l'ai montré à personne parce que je suis très très exigeante avec moi-même. Voilà. Et tant que je n'estime pas que voilà, c'est prêt, je le montrerai pas. Mais tu y retravailles de temps en temps? Tu gardes cette idée en tête qu'un jour Non, non, peut-être... je sais pas. Pour l'instant, On verra. j'attends peut-être d'avoir un déclic. Moi, je fonctionne comme ça. Hein, faut dire que j'ai la peinture à côté, j'ai ça, j'ai beaucoup de choses qui me font des déclics suffisants. J'allais dire, tu vois, c'est une sorte, je sais pas si on peut dire de talent, je sais pas. Hein, ce sont des mots qui sont, bon, c'est un peu présomptueux de dire que j'ai tel ou tel talent. Je sais pas. En tous les cas, moi, je fonctionne à l'instinct et pour l'instant, j'aime écrire pour la jeunesse, j'aime faire de la peinture, j'aime la poésie, j'aime faire les ateliers, voilà. Je me sens pas encore d'écrire, non. Et Du noir, vraiment. Mathieu Bertrand nous dit peut-être écrire des romans pour enfants à partir de romans pour adultes, genre thriller. Oui, oui. Appel du pied. Et D'ailleurs, voilà, c'est je dois ça. t'écrire, Oui. Mathieu, au fait. J'ai Mais ça dans ma liste. ah Ça oui, s'appelle oui, bah oui, bien sûr, il faut qu'il vienne. Il faut Bah, qu'il vienne, hein, je Mathieu. crois aussi. Bah, Je j'ai crois aussi. découvert en fait son style d'écriture. Super, vraiment, j'adore. J'ai lu, pour l'instant, j'en suis à son 3e livre, et c'est vrai qu'il m'a proposé quelque chose. Bon, à Affaire à voir. suivre. C'est vrai que c'est une très bonne idée. Voilà. Eh bien, connaissant un tout petit peu ce que je connais de lui et de toi, oui, ça doit probablement être une très bonne idée. Ancrer les histoires dans une région, comme tu fais ici, on est sur Valenciennes, ça représente quoi pour toi, cette région? En fait, c'est ma région d'adoption. Hein, c'est ma région d'adoption. Moi, je suis née en région parisienne. J'ai vécu toute mon enfance en région parisienne. Ma mère était libraire. Voilà, je voyageais dans les livres, hein, beaucoup. Hein. Je suis issue d'une famille modeste, quoi, normale. On était 4 enfants. Après l'école, on allait dans l'arrière-boutique. Et puis, une fois nos devoirs faits, on pouvait lire tout ce qu'on voulait lire. Voilà, ça, c'était fantastique, oui. Ah oui. Donc, je Alors, sais plus ta question. Je mais sais plus ce que tu c'est m'as pas demandé. grave, mais attends, je vais mettre son message parce que il nous dit Mathieu, je lui cède les droits des émeraudes de Satan pour en faire un roman pour enfants. Challenge lancé et accepté, j'espère. Bah, merci beaucoup, merci beaucoup. Ce En serait direct comme ça, ouais. en direct comme ça, soyons Bon, fous. bah merci Mathieu. Merci Mathieu. Une chasse au trésor, ça fait briller les yeux des enfants et des grands enfants. Je le disais, je vais vous le dire toute la soirée, mais moi par exemple, quand on me dit chasse au trésor, je suis voilà. Tu écris sur ce que tu aimes lire quand tu reprends cette posture de Christine de 10 ans par exemple. C'est ce que tu aimes lire en fait, des chasses au trésor, des cambriolages, des choses comme ça. Bah, j'adore, oui, les aventures. En fait, plus particulièrement, quand j'étais petite, tu vois, j'adorais les films de KPDP. J'adorais ça. Alors vraiment, tu pouvais m'oublier, mes parents auraient pu m'oublier euh, devant un film. Ouais, tu vois, j'adorais ça, vraiment. Et je pense que ça m'est resté. Par contre, au niveau de la lecture, bah, je lisais plus des enquêtes, ouais, le Club des 5, comme tous les gens un petit peu de ma génération, Fantomette, j'adorais. Il y avait même un inspecteur, je ne sais même pas si ça existe encore, ou si j'ai ça dans ma mémoire, qui s'appelait Ludo, euh, voilà, qui était dans un des magazines qu'on avait. Ouais. Et là, on est dans les Suzanne, souterrains avec la vengeance de la reine Anne. Tu as fait des visites pour imaginer les dessous de la ville? Tu es parti, alors pas en barque cette fois-ci, quoique, oui, quoique, il y a des il y a moyen. Non, 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 j'ai plus étudié dans les livres, dans les bibliothèques en fait. Mais par contre, oui, j'ai fait le déplacement, une sorte de repérage, voir si c'est possible. Parce que mes héros se déplacent à VTT ou à skateboard, hein, tu vois. Il faut quand même que j'aille voir si c'est possible. Par exemple, dans Phoque en danger, en fait, j'ai fait moi-même à vélo
tout le tour de la baie de Somme, voir si c'était possible. Hein. Euh, Parce qu'en fait, lors de l'enquête, tu décris aussi ce que tu vois à vélo. Hein. Il faut que tu aies un coup de projecteur sur cette belle région. Et Tu je te dois propose décrire, tu dois que... ressentir l'air frais, tu dois pouvoir en parler, les odeurs, les parfums, tout ça. Il faut aller sur place, c'est ça que je Oui, retiens. complètement. Et puis c'est une région magnifique, hein, on en parle souvent avec pas mal de gens. Et Scooby-Dam nous disait je n'ai jamais sauvé de phoque, je ne suis pas blond dans la vraie vie, mais c'est cool. On va parler de phoques en danger, je vous ai mis la Bon, couverture. je suis contente que Scooby-Dam soit très vaillant ce soir. Bon. Enquête en baie de Somme, avec Oui. Ben voilà, phoques en j'ai danger. amorcé le sujet. Mais évidemment, tu peux nous dire de quoi parle le livre en quelques mots? Puisqu'on on Alors, t'imagine déjà oui. en train de faire le tour en vélo. Oui, t'as vu Ça ça? parle de quoi, En casquette et cette tout. aventure-là? Ben, en fait, c'est autour de la protection des animaux marins. Donc là, je les envoie en vacances. Ils sont accueillis par la tante d'Emma, Alix, qui va leur faire découvrir la protection des animaux marins. En fait, elle va les emmener en mission. Ils vont découvrir un petit phoque qui est échoué sur la plage. Il est blessé. Et les enfants, bon, bien sûr, vont le sauver, mais ils vont s'apercevoir que ce phoque a été blessé volontairement. Et il n'a pas été blessé par une hélice de bateau ou un rocher. Voilà. Et l'enquête va partir à partir de ce moment-là, parce que je me suis aperçue, bon, moi je suis partie de véritables faits divers. Hein, dans la Voie du Nord, on voyait malheureusement presque plusieurs fois par semaine, quoi, les phoques qui avaient été décapités. Enfin, j'en suis pas là dans l'histoire. Hein, il faut ménager, bien sûr, la violence pour les enfants, mais vraiment où des chasseurs tiraient sur les phoques, en fait. Et je me suis penchée sur le problème, mais pourquoi, quoi? Qu'est-ce qui fait que les colonies de phoques qui s'installent sur nos côtes attirent comme ça des violences? Je ne comprenais pas. Et en fait, ben oui, tu t'aperçois que c'est une sorte de prolifération. Donc, c'est tout un déséquilibre, en fait. Voilà. Ils ne sont pas les bienvenus, mais bon, je me suis aussi posé la question, et c'est à la fin du livre aussi, la question que les enfants peuvent se poser, c'est il y a des solutions, et pourquoi, par exemple, de l'autre côté de la Manche, en Angleterre, ils n'ont pas les mêmes soucis que nous. En fait, ils arrivent à trouver, enfin, je crois, hein, mais je m'étais à l'époque, quand j'ai écrit le livre, je me suis renseignée, et en Angleterre, en fait, ils arrivent à trouver des solutions. Les phoques ne sont pas toujours décapités. Nous, on est obligé vraiment de les protéger, de surveiller, de punir. Voilà. Les livres, Donc, c'est l'occasion de parler de causes qui te tiennent à cœur aussi, au ah passage? oui, beaucoup, oui, oui, bien sûr. Tout ce qui est protection de l'environnement, voilà, ça peut sembler des sujets bateaux ou se dire oui, bah, elle profite de. Non, c'est pas du tout. Je profite pas. Ça me tient vraiment à cœur. Et puis, de toute façon, il faut trouver des solutions. On a les deux pieds dedans, quoi. Tu vois, tout ce qui est même maltraitance des animaux. Hein. Et ça ouvre des débats aussi, j'imagine, avec tes jeunes lecteurs et tes jeunes lectrices? Bien sûr. T'as Bien sûr. des exemples justement, par exemple, là-dessus, tu vas régulièrement dans les écoles, on en parlait samedi lors de Oui. ton passage dans l'émission pour Templemar, mais dans les écoles, ce genre de livre qui parle voilà, de causes comme celle-là, il se passe Oui. quoi dans les écoles quand tu débarques avec ça? C'est quoi une heure en classe avec Christine Accardi-Vauchel? Je suis curieux. J'aimerais bien être dans la classe à ce moment-là. En fait, ça dépend. Alors parfois, les professeurs nous font l'honneur d'avoir étudié plusieurs de nos livres ou un livre avec les enfants. Donc on est attendu comme le Messie. C'est génial, quoi. Tu as l'impression d'être un superstar. Ils connaissent tout de toi. C'est bien. Et dans ce cas-là, ben, en fait, on répond à leurs questions. On essaie, oui, on répond à leurs questions. On essaie de leur dire pourquoi on a écrit ça. Ou alors, moi, quand j'interviens et que les enfants ne connaissent pas les livres, en fait, je fais une présentation de tout ce que j'aime faire.
de qui je suis en quête, en sorte, et je leur présente les enquêtes, mais aussi, surtout, je tourne l'atelier et la découverte autour de la création d'un personnage. Donc on me voit arriver, je suis avec des tableaux, je suis aussi avec des marionnettes, même avec les enfants de 6e. Donc parfois j'ai les profs, ils me voient arriver, ils disent non mais Madame Vauchel, ils sont grands, ils ont 11 ans. Non mais un enfant de 11 ans, c'est un enfant. Alors je leur dis, bah, écoutez, vous êtes professeur de français, vous êtes professeur, mais laissez-moi faire et puis vous verrez bien. En fait, tu vois que à 11 ans, en fait, la marionnette, c'est une façon de lui montrer qu'un personnage existe, c'est une façon de leur montrer que le personnage existe. Et tu es capable, en quelques heures ou en 1 heure et demie, de leur faire créer des dialogues. Dans la mesure où il y a la marionnette, tu vois, eux, ce qu'ils veulent, c'est faire vivre la marionnette. Voilà. Donc, voilà. J'ai trouvé ce moyen-là où je mets au point des jeux autour des mots, autour de la lecture. Voilà, on s'amuse, en fait. Ils oublient qu'ils écrivent, ils oublient qu'ils lisent. C'est ça qu'il faut pour les enfants. On va en parler juste à la fin, ce sera un peu la question conclusion de ton passage ici. À mon avis, au passage, bonsoir Bidule, bienvenue, il n'y a pas d'heure pour arriver, c'est très très bien comme ça. Et salut Anita, bienvenue aussi. C'est facile pour toi de camper des personnages enfants? Parce qu'en plus, il y en a plusieurs, donc faut varier les plaisirs. Est-ce que c'est facile de se mettre dans cette bulle-là dont tu parlais tout à l'heure, et le moment où tu écris, d'être tes personnages, et de retomber en enfance? Oui, enfin, c'est facile. Il y a des trucs pour y arriver. Il faut que, oui, voilà. Et il faut qu'il y ait plusieurs critères. Il y a des choses, tu vas dire, elle est complètement perchée. Non, mais c'est vrai. Normalement, si il fallait que je m'installe toujours... Avec ce que j'écris, on peut pas dire ça, tu sais. Bon, d'accord, ok. Je t'ai jamais lu, mais ça va pas tarder. Tu vas voir. Tu verras. Oui, il faut que je m'assoie toujours au même endroit. Il faut pas qu'il y ait de bruit. Voilà. Il y a des critères comme ça. Et je m'entoure aussi de livres. Et ça commence comme ça. Oui, une fois que je suis lancée, ça va tout seul. Mais j'ai un moment, voilà, c'est comme une sorte de couvade. Et après, une fois que c'est parti, c'est bon. J'ai 10 ans. C'est vrai. La magie opère. Je te propose qu'on fasse, on en a un peu parlé tout à l'heure, un petit tour du côté de Micmac Cabot, chien en danger sur la côte d'Opale, oui. Cher à Rosalie Lowy, au passage. C'est vrai. On y pense. Est-ce que tu peux nous dire en un mot de quoi parle ce livre? Bah écoute, tu sais que la première fois que j'ai rencontré Rosalie Lowy, elle venait m'acheter ce livre à la Fnac de Boulogne-sur-Mer. Elle m'avait absolument pas dit qu'elle avait participé au concours d'écriture Femme Actuelle, pour lequel elle a eu le prix Femme Actuelle. Et en fait, un jour, elle dédicace, et nos livres, moi, Micmac Cabot, se passent exactement au même endroit, à la Pointe-aux-Oies, qui se trouve après Wimereux. Et elle me dit, voilà, j'ai lu votre livre, j'aimerais vous inviter à dédicacer à mes côtés. Super, quoi, j'ai trouvé ça super. Donc j'y suis allée. On a dédicacé dans les salons sur le bord de la plage. Et on ne s'est plus quitté. Pour Micmac Cabot, donc j'explique aux enfants toujours qu'est-ce que ça veut dire Micmac. Souvent ils ne savent pas, et Cabot. Voilà, son trafic de chiens. Donc il s'agit de trafic de chiens autour du port de Boulogne-sur-Mer. Donc les enfants vont en vacances chez le grand-père qui élève des chiens pour en faire des chiens guides aveugles. Et mystérieusement, une nuit, la dernière portée de petits chiots disparaît. Les chiens du fermier voisin disparaissent. Et comme ça, partout autour du port de Boulogne-sur-Mer, les chiens disparaissent, on ne sait pas pourquoi. Les enfants vont tout faire pour retrouver la dernière portée de petits chiots, mais aussi pour comprendre ce qui se passe. Voilà. Mais je ne peux pas en dire plus. On ne peut pas en dire plus. C'est important d'avoir un bon titre pour accrocher les lecteurs quand ce sont des enfants de 8 à 12 ans. Oui, et Micmac Cabot, ça m'est venu tout seul, comme ça. Et il faut dire que ce livre, c'est celui qui plaît le plus, vraiment.
que je vends vraiment encore beaucoup. C'est les chats Il qui plaît doivent le être plus. jaloux. Écoute, hein, ça... le Oh là phoque là là. aussi, il est jaloux. Il va- Mon phoque en danger. Mais bon, c'est pas grave. Il plaît énormément. Il a eu le prix Ruralivre, celui-là. Donc j'ai été très contente. Ça a été décerné par les foyers ruraux. Bon, j'ai été gâtée, hein. Ouais. Petite question qu'on me glisse dans l'oreillette. On va encore très rapidement parler de... Enfin, je vais vous montrer les couvertures des autres. Pendant qu'on reparle de la littérature pour les plus jeunes, on terminera avec tout ça. On me demande de te demander, est-ce qu'il faut commencer par un livre en particulier pour découvrir ton univers si on ne te connaît pas du tout? Est-ce qu'il y a un ordre? Est-ce que les enfants font attention à cet ordre-là ou pas spécialement? C'est-à-dire, alors, ce que je dis aux gens, oui, c'est vrai que c'est une question qu'on me pose toujours. On peut lire dans n'importe quel ordre, en fait, mais si vous prenez, si vous achetez plusieurs de mes livres, bien sûr, il vaut mieux suivre l'ordre des numéros, vous voyez, dans l'ordre dans lesquels je les ai écrits sur la Mhm. tranche, notamment pour le premier, puisque je ne savais pas que j'allais en écrire 6. Et moi, je trouve que dans le premier, je présente les personnages d'une façon particulière. En fait, je m'adresse directement, enfin, le personnage s'adresse directement à l'enfant, ce que je ne fais absolument pas dans les autres livres. Voilà. Mais moi, ce que je préconise surtout, c'est de laisser l'enfant choisir le thème qui va le plus lui plaire, en fait. Il y a l'archéologie, les chiens, voilà, les pirates. Il faut les laisser choisir. Et ça répond un peu à la question comment on fait aimer la lecture aux plus jeunes, d'après toi? Eh ben on les laisse choisir. Voilà. Voilà. C'est un bon résumé en fait. On ne les oblige pas aussi. Mhm. Faut pas les obliger. Et surtout leur apprendre, dans les salons aussi, leur apprendre à ne pas lire tout d'un coup. Ils veulent nous faire plaisir, ils veulent faire plaisir aux parents, ils veulent ingurgiter tout le bouquin sans rien comprendre. Et moi, je leur explique bien que non. On a des marque-pages, hein, des cartes postales avec des mots d'amour dessus. On les met là. Et en fait, on s'arrête, on digère et on lit le lendemain. Mais bien sûr, il ne faut pas attendre 2 ou 3 jours, hein, parce que surtout quand on est un enfant, on lit le lendemain, mais il ne faut pas se forcer à tout lire le livre d'un coup, comme ça, en 1 heure, 2 heures. Non. Je vous montre rapidement, mais on va pas en parler, on vous laisse découvrir, parce qu'on a plus de temps, ça passe vite quand on s'amuse. Ouais. Le mystère de l'abbaye, un trésor millénaire à Saint-Omer. Saint-Omer, on en parlait tout à l'heure avec les marais. Voilà. Et le petit dernier pour la route, à la recherche d'Afeloc, cambriolage à Saint-Omer. Il s'en passe des choses à Saint-Omer, j'ai l'impression. Ouais, et oui. J'espère que tu as passé un bon moment. Je le disais, t'as écrit autre chose. Tu vas bientôt encore écrire d'autres choses grâce à Mathieu Bertrand. Et ça, ça nous met en joie. Ça passe très Merci, très vite. merci Mathieu, vraiment. Est-ce que tu veux nous dire un petit mot, j'imagine, de tes projets, du coup, puisqu'on parle de ça, c'est la dernière question avant ta petite conclusion. Est-ce que tu as des projets dont tu as envie de nous parler ce soir? Et puis, juste après, on accueille Joachim Turin, que je salue au passage, qui est très très sage dans les coulisses, et qui n'est pas bleu. Il n'est pas bleu. Restez, vous allez le voir. Quels sont tes projets, Christine? Dis-moi tout. Alors mes projets, donc il y a encore quelques salons du livre d'ici la fin de l'année. Enfin oui, il y a le salon du Touquet, qui est vraiment un très beau salon. Et qu'est-ce qu'il y a? Le salon de l'Os, près de Lille. Et il y a le salon de Rimbaudcourt aussi. Voilà. Oh, et l'année charbon. prochaine, alors vraiment de très très beaux salons, celui notamment de Dainville, qui nous permet d'être à 30 auteurs et de dédicacer à côté d'auteurs vraiment très célèbres en fait. Moi, je suis toujours très tremblotante parce que je me demande parfois ce que je fais. Ça fait quoi de là, dédicacer à côté de Franck Tillier? Dis-nous. Franck Tillier, c'est un peu, oui, c'est impressionnant, mais c'est vrai que Franck, on le voit vraiment beaucoup. On le voit beaucoup. Moi, depuis, ça fait quoi, 10 ans, voilà, je le vois énormément. Mais ça, c'est très impressionnant.
C'est très impressionnant. Il y avait une fois pour Dainville, Franck Tillet, Michel Bussy, Bernard Minier, Bernard Werber. Tu te demandes ce qui t'arrive, quoi. Tu vois. Et Christine Accardi-Vauchel. Ça, oui, c'est beau. on se demandait. La célèbre inconnue. Alors qu'on note toutes les dates que tu nous dis, vous pouvez retrouver tout ça sur les réseaux sociaux. N'hésitez pas à suivre Christine si c'est pas encore le cas. On vous met tout dans le chat, vous pouvez suivre les liens. Je vais, avant de te remercier, te laisser évidemment le mot de la fin pour refermer le couvercle de cette boîte qui est passée très vite. Que souhaites-tu nous dire pour conclure ce passage parmi nous? Le premier d'une longue série. Bon, déjà que c'est vrai que je vais écrire un 7e petit roman policier. Maintenant, j'ai du travail, j'ai du pain sur la planche avec Mathieu. Hein, on verra bien. Et puis, je te remercie beaucoup pour tout ce que tu fais. Voilà. Je t'ai rencontré la première fois à Iris Noir Bruxelles. Tu étais là-bas en tant qu'auteur, il me semble. C'est possible. Et, oui, c'est ça. J'avais ma perruque de Barbara Abel parce que je devais la... J'ai remplacé un peu au pied levé. C'est ça. Okay. Et j'ai perdu ma voix ce jour-là, je m'en rappelle très très bien. Extinction de voix en dédicace, c'était parfait. Ça, c'est pareil, c'était vraiment étincelant, quoi. Ouais. Et puis, je te remercie beaucoup. Voilà. C'est moi qui te remercie. C'était un plaisir. C'est super, en fait. Ce que tu fais pour les auteurs, pour les livres, c'est vraiment formidable.